La Première Guerre mondiale a débuté par de grandes offensives, mais celles-ci se sont rapidement brisées face à la puissance de feu des nouveaux armements industriels. La mitrailleuse, arme automatique, dont les Européens ne voulaient pas jusque-là, permettait à 2 ou 3 soldats de tirer 100 à 200 coups à la minute. Les balles pouvaient tuer ou mettre un soldat hors de combat jusqu'à une distance de 800 à 1000 mètres. 100 ans plus tôt, à Waterloo, il fallait une brigade entière pour délivrer un même volume de feu. Le canon à tir rapide, construit en acier, peu coûteux et facile à produire en quantité industrielle, pouvait délivrer son feu à une portée de près de 10 km. Sa cadence de tir exceptionnelle, rendue possible grâce aux avancées technologiques récentes, permettait alors de tirer plusieurs obus à la suite sans avoir à déplacer et pointer l'arme après chaque coup. Des milliers de canons de 75 ou de 77 mm tiraient désormais 10 à 12 coups par minute, alors que les 80 pièces de la grande batterie de Napoléon, un siècle plus tôt, atteignaient à peine un coup en 3 minutes. Le feu est si dense qu'il est rapidement devenu nécessaire de s'en protéger. Les armées avaient alors plusieurs possibilités de le faire. Se disperser, s'enterrer, renforcer le terrain au moyen de tranchées, de barbelés et de mines. C'est ainsi qu'ont été créés des no man's land de plusieurs kilomètres entre les deux camps. Balayé par un déluge de feu et d'acier, ce dernier devenait peu à peu de plus en plus infranchissable. La guerre s'enlisait. La guerre de position avait commencé. Les déplacements étaient difficiles à l'intérieur de ce bourbier. Le moyen de transport principal, le train, s'arrêtait à plusieurs kilomètres du front pour éviter de faire des cibles faciles pour les canonniers adverses. Les premiers camions sont apparus à partir de 1915. Les premières automitrailleuses blindées ont alors rapidement été développées. Mais ces véhicules étaient lourds et manquaient de mobilité dans le terrain. Parallèlement, étaient développées différentes améliorations techniques pour les canons et les attelages, afin d'en améliorer leur mobilité. Ces différents sabots commençaient à ressembler aux premières chenilles. Les canons lourds, quant à eux, étaient déplacés à l'aide de tracteurs agricoles. Deux personnes avaient alors été chargées de développer des engins capables de franchir les no man's land, de protéger et d'appuyer l'infanterie à l'assaut des tranchées adverses. En Grande-Bretagne, il s'agissait du colonel Fuller, tandis qu'en France, c'était le général Estienne qui avait reçu cette mission. La démarche était bien différente de part et d'autre de la Manche. En Grande-Bretagne, la marine, inactive depuis la bataille du Jutland en 1916, et son ministre, Sir Winston Churchill, étaient les principaux soutiens du projet de chars de combat. Ils disposaient des chantiers, des ouvriers, de l'acier et des rivets. Les chars britanniques étaient donc naturellement une transposition de l'idée des cuirassés, autant sur le plan technologique que tactique. Le comité mis sur pied pour développer ces chars était d'ailleurs nommé le Land Ship Committee. Les chars britanniques furent développés à partir de chenilles du tracteur agricole américain Holt, d'un moteur Daimler de 112 chevaux, de plaques d'acier de 10 mm et de canons conçus à l'origine pour les bâtiments de la Royal Navy. Leurs chenilles et leur forme rhomboïde devaient leur permettre de franchir un trou d'obus ou une tranchée de plusieurs mètres. Un attelage évitait que ces engins d'une trentaine de tonnes puissent s'enfoncer ou s'embourber. Des protections furent installées sur les toits afin d'éviter que des soldats allemands puissent y jeter des grenades. L'armement était latéral. Les chars mâles étaient armés de 2 canons et de 2 mitrailleuses, ayant principalement pour mission d'anéantir les mitrailleuses ennemies. Les chars femelles étaient armés de 4 à 6 mitrailleuses pour escorter les premiers et neutraliser l'infanterie adverse.
Le mot tank a été utilisé lors du transport de ces véhicules vers le front. Il s'agissait alors de masquer la vraie nature de ces engins, mais le nom s'est finalement imposé. Les chars de combat furent engagés pour la première fois près des villages de Flers et de Courcelette sur le front de la Somme le 15 septembre 1916. Sur les 49 engins disponibles, 24 n'ont jamais pu atteindre le front. Les pannes techniques et les difficultés rencontrées dans le terrain avaient eu raison de ces véhicules. 9 chars réussirent finalement à pénétrer les lignes adverses en déclenchant une vague de panique chez les Allemands. À tel point que les Britanniques ne disposaient pas de troupes pour exploiter une pareille victoire. Lorsque la bataille se termine le 22 septembre, après 7 jours de combats intensifs, les pertes alliées s'élèvent à 30 000 morts, disparus et blessés. Le bilan de l'offensive alliée sur la Somme durant l'année 1916 fait froid dans le dos. En effet, les pertes se sont élevées à 400 000 Britanniques, 200 000 Français et 400 000 Allemands. Il fallut attendre l'année 1917 pour voir l'engagement de chars en grand nombre à Cambrai. Plus de 300 engins britanniques furent alors concentrés avec l'appui d'autant d'avions et de milliers de canons. Le front allemand y est enfoncé, représentant une belle victoire tactique pour les Alliés. La France n'était pas en reste. Plusieurs modèles avaient été développés et construits par les usines Schneider et Saint-Chamond. Fortement armés, ils manquaient cruellement de mobilité. Et à défaut de maîtriser la production d'engins lourds, les concepteurs français développèrent les premiers chars légers. Ceux-ci étaient mieux blindés, plus maniables et plus rapides. Le char Renault FT-17 a pu être mis à disposition en grand nombre lors des offensives alliées de l'été 1918. Il a été décliné en plusieurs versions, armé d'un canon de 37 mm ou d'une mitrailleuse, ou en engin de commandement doté de radio. Ces chars possédaient déjà toutes les caractéristiques des chars de combat modernes qui se retrouvent sur la majorité des modèles jusqu'à nos jours. Ces développements étaient à la base de la création des grandes unités mécanisées à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.